il y a eu la disparition il y a quelques jours de quelqu'un qui m'est cher, qui s'appelle Jean-Luc Haquet, qui est décédé à l'âge de 82 ans, 81 ans pour être précis. Et puis il s'agit de mon prof de yoga, avec un parcours très intéressant, atypique, loin de l'image du yoga de l'image du prof de yoga que l'on peut avoir. Et ça me semblait intéressant de lui rendre hommage et puis de vous montrer un petit peu ce personnage, son parcours, ce qu'il a réussi à faire, ce qu'il faisait encore il y a quelques mois. Je pense que ça peut être intéressant parce que c'est une façon, vous et moi, de nous rencontrer davantage, de faire davantage connaissance, de vous faire part de mon parcours, parce que cet homme, mine de rien, tout ce que vous recevez, que ce soit chez BOD, quels que soient les programmes, tout ce que vous avez chez Vicitra, tout est né de cette relation avec cet homme. Donc absolument tout. Donc je trouve ça intéressant de vous le partager. Puis voilà, je vous dis, c'est encore chaud évidemment, mais j'ai à cœur de lui rendre hommage. Je pensais attendre quelques jours encore, et puis finalement je me dis que c'est bien de le faire maintenant. Jean-Luc, il est né en 1940 et décédé là il y a quelques jours, en ce mois d'octobre 2022. C'est l'homme qui m'a permis de rencontrer le yoga. C'est auprès de lui que j'ai assuré mes premiers cours collectifs, mes premiers cours individuels, et puis la formation à l'enseignement. Non pas assuré par ses soins, mais il m'a accompagné pendant 2 ans dans une formation à l'enseignement avant de partir en Inde. Et c'est lui qui m'a déposé à l'aéroport de Paris le jour où je partais en Inde. Et c'est une relation qui a existé, je crois, pendant 26 ans, quelque chose comme ça, quoi. Je vais faire évoluer la diapositive. Que j'ai nommé comme ça, quoi, le yogi au parcours réussi. Donc ça, c'est lui que vous pouvez voir en photo. Ça, c'est une photo qui a été prise en 2021, donc c'est très très récent. C'était l'été dernier, en fait, en 2021. Et je vais vous raconter un peu son parcours. Donc son parcours, il est son parcours yogique. Il était fondeur, en fait, avant d'être prof de yoga. Il travaillait dans des fonderies. Et puis en 1968, il a découvert le yoga. Alors, il m'expliquait qu'il avait rencontré beaucoup de représentants du yoga. Je pense que tous les grands noms, tous les représentants du yoga en Europe, il les a côtoyés, je pense. Van Lisbeth, enfin j'ai plus trop les noms, mais il en a côtoyé beaucoup. Et puis en 1975, il a rencontré des représentants de la lignée de Krishnamacharya, des élèves directs du fils de Krishnamacharya au travers de TKV Desikachar. Et là, il a eu son regard qui s'est arrêté là-dessus, quoi. Et ça a commencé donc en 1975. Et il a maintenu ce lien avec cette lignée, avec ce savoir-faire-là, jusqu'à la fin de ses jours. Donc il est né en 1940. En 1975, il a donc 35 ans. Et puis, à 39 ans, il crée une association. Vous savez, loi 1901, là, à but non lucratif, qu'on a facilement en France. Et donc ça, c'est en 79, pardon. Et en 86, toujours dans son association, il se met à enseigner à plein temps. Il quitte son métier de fondeur et il se met à enseigner à plein temps. Alors ça, c'est en 86, donc c'est pas l'époque où le yoga était comme aujourd'hui, hyper connu, hyper répandu. C'était quelque chose de se mettre à l'enseignement à plein temps. Et là, ce monsieur-là, il ne donnait pas des formations, ce n'était que des cours collectifs, quoi. Il s'est mis à l'enseignement du yoga à plein temps en ne donnant que des cours collectifs. Et puis, excusez-moi, et puis il a fini en donnant des cours comme ça toute sa vie, en fait. Toute sa vie, il a donné des cours collectifs, des stages, des formations, mais essentiellement des cours collectifs. C'est un homme de terrain, en fait. Il assurait des centaines et des centaines de kilomètres par semaine. Il est rayonné dans plusieurs villages de Picardie, de Normandie, jusque dans le Haut-de-France, jusqu'au Nord-Pas-de-Calais. Dans l'Oise aussi. Lui, il était basé dans le nord de la France, dans un petit village près d'Abbeville.
Et il rayonnait avec sa voiture, tout le temps en voiture, tout le temps en train de passer d'une salle à l'autre pour donner des cours dans des maisons de retraite, dans des salles communales, voilà. Et il a fini par développer une structure régionale, clairement, je vais vous développer ça tout à l'heure. Voilà, donc de fondeur à yogi, donc rien que ça c'est atypique, réellement atypique. Alors ce qui l'a provoqué, c'est un accident de voiture assez catastrophique, qui l'ont maintenu à l'hôpital, estropié pendant de nombreux mois. Excusez-moi. Et puis, il a eu, suite à ce choc, comment vous dire, des soucis intestinaux. Et il a réussi à se soigner seul il avait un traitement, et dès que son traitement s'arrêtait, il retrouvait ses soucis intestinaux. Et il a pris conscience que c'était lié au choc émotionnel imposé par l'accident. Et il s'est mis à faire des efforts respiratoires grâce à ses connaissances yogiques. Et puis il s'est totalement guéri de sa pathologie. Et je pense que ça a dû fortement le marquer dans son choix, quoi, dans son orientation personnelle, au point de devenir enseignant de yoga à plein temps. Je continue son parcours. Sa création aujourd'hui, c'est une association qui s'appelle Association AYR, Association Yoga Relaxation. Vous pourrez aisément trouver le site internet qui met en avant cette association et tous les cours qui sont proposés. De toute façon, ce live-là sera certainement accessible au travers d'un replay. Et donc, si c'est le cas, je vous mettrai le lien vers cette association. Si vous êtes du coin, si vous êtes de la Normandie, de la Picardie, ça vaut le coup d'aller faire un tour. Donc sa création aujourd'hui, c'est une association qui assure 30 cours par semaine dans 20 lieux différents, en Normandie, en Picardie, et puis il a une équipe de 18 enseignants quand même. Voilà, donc c'est pas mal. Commencé tout seul dans les années 80, en 1986, et puis une vingtaine d'années plus tard, a vraiment rayonné dans de nombreuses villes, avec une équipe de 18 enseignants, et les enseignants réellement fiables, qualifiés, réellement en lien avec lui. Voilà, c'est une belle réussite, et puis des personnes simples, des personnes humbles. On n'est pas du tout dans un yoga moderne, quoi. C'est réellement l'accompagnement dans la simplicité, dans la gentillesse, avec beaucoup de rencontres trimestrielles pour faire des randonnées. Ils se retrouvaient tous à chaque fin de trimestre pour faire des grandes randonnées d'une journée, avec des temps au restaurant le midi, des rencontres à thème. Il avait un bar qu'il adorait à Bill, des rencontres à thème. Il amenait des DVD, puis il y avait toute une soirée à thème sur telle ou telle thématique dans le domaine soit de l'écologie ou de la, je sais pas quoi, physique quantique, ou les propos de Sri Aurobindo, je ne sais quoi, des choses comme ça. Bon, voilà. Je continue. Son implication à l'âge de 81 ans, toutes ces photos-là sont récentes, hein, c'est des photos qui ont plus ou moins un an. Son implication à 81 ans, c'est-à-dire là, au trimestre 2022, quoi. D'accord ? Alors là, nous sommes en octobre, il est parti le 10 octobre. Donc je vais vous parler de son parcours professionnel, ce qu'il faisait encore là au premier trimestre de 2022, c'est-à-dire il y a 10 mois. Sur le trimestre 2022, il a assuré 97 cours, il a assuré une formation à l'enseignement, et ça l'a amené à faire les 97 cours, ça l'a amené à faire à peu près 1600 km, quoi, sur le trimestre. Donc c'est pas mal parce que, comment vous dire, quand on donne des formations à l'enseignement du yoga, on se met à enseigner, on est content, on découvre l'outillage, et puis on s'implique, on a une courbe d'évolution assez belle, et puis à un moment donné, on voit qu'il y a un palier, et puis on voit qu'on a plus ou moins tendance à répéter la même chose, que les élèves ne nous font pas évoluer parce que les élèves stagnent. Certains élèves stagnent, et du coup c'est difficile d'évoluer avec eux. Et puis à un moment donné, assez rapidement, le prof de yoga s'ennuie, et puis le prof de yoga passe à autre chose, quoi. C'est-à-dire qu'il lâche l'enseignement du yoga. Là, vous avez un gars qui a commencé dans les années 86, à plein temps.
Et puis, en 2022, à l'âge de 80 ans, il est encore là à donner ses cours, mais vraiment, quoi, avec beaucoup de motivation, beaucoup d'humilité et beaucoup d'amour. Je ne sais pas si vous savez, mais donner des cours collectifs, c'est ingrat, réellement ingrat. Quand vous avez toutes ces connaissances philosophiques que lui avait, toutes ces connaissances philosophiques qui mettent en avant la santé mentale, la santé émotionnelle, l'alignement nécessaire avec son âme, c'est-à-dire vraiment la liberté de conscience, puis vous avez des personnes qui viennent juste pour s'étirer les orteils, c'est ingrat, quoi. C'est juste dur, en vérité. C'est vraiment dur. Bah lui, il y allait, quoi. Il y allait vraiment. Donc c'est ça qui est réellement touchant. Il avait autre chose à faire, hein. Il pouvait faire autre chose, hein. Il pouvait arrêter, il pouvait être à la retraite depuis plus de 20 ans. Il avait une aisance matérielle, il avait une aisance financière. Il n'était pas dans l'obligation, quoi. Pas du tout. Voilà, je continue. Ce qui m'a beaucoup touché chez lui, ça c'est une photo prise en Guadeloupe, parce que l'an dernier on a assuré un voyage ensemble. Nous sommes allés, Julie et moi, fermer le centre Vicitra en Guadeloupe, et nous y sommes allés ensemble avec Jean-Luc. Donc on a des photos de lui et moi en train de dévisser la plaque Vicitra sur le mur du centre en Guadeloupe. Et ça c'est une photo prise quelques minutes avant sa première plongée sous-marine. Voilà. Il se savait malade, hein, ça faisait déjà un petit temps qu'il se savait malade, qu'il se savait atteint d'un cancer du pancréas. Et nous sommes allés faire sa plongée. Donc sa soif d'autonomie, ça c'est vraiment ce qui m'a beaucoup marqué dès le début de notre rencontre. Notre rencontre, j'en parle un petit peu plus tard. C'est ce qui m'a vraiment marqué, c'est tout le temps cet élan d'autonomie. Par exemple, il a créé sa propre cuve à eau pour récupérer l'eau de pluie. Donc il avait plusieurs bâtiments, son bâtiment principal, c'est-à-dire sa maison, puis un autre bâtiment dans lequel il y avait son atelier et sa salle de yoga. Tout ça sur son terrain, il récupère l'eau de pluie, donc il était autonome en eau, pardon, totalement autonome. Et il y avait toujours cette quête d'autonomie, quoi. Il y avait toujours cette quête d'autonomie matérielle, financière. Il a créé son propre emploi, hein. C'est pas quelqu'un qui dépendait d'un système extérieur, il a créé son propre emploi, c'est pas rien. Encore une fois, en 86, vouloir enseigner le yoga à plein temps, même aujourd'hui c'est difficile, à l'époque ça l'était encore plus. Donc toujours, il y avait toujours dans ces explications, dans l'intimité, je veux dire, hein, lorsqu'on était ensemble, et toujours ce conseil-là de faut toujours être autonome, quoi. Tout le temps être autonome, financièrement, disait-il, énergétiquement, disait-il, et relationnellement. Il disait c'est bien de vivre avec quelqu'un, c'est très très bien, mais il faut être capable de vivre seul, quoi. Il faut être capable de vivre seul, même quand on vit avec l'autre. Il faut être capable d'avancer en fonction de sa ligne de vie, disait-il. Voilà, donc ça m'a été, on peut dire, inculqué, quoi. Très rapidement, c'était vraiment ces mots. Il a toujours eu ça, et toujours eu cette ligne de vie-là. Pour lui, c'était très important d'être autonome et de dépendre de personne. Voilà. Il y avait un côté un peu rebelle que je vais développer dans un instant. Je vois qu'on est l'un à côté de l'autre là avec le replay là. Je vois que le montage fait qu'on est l'un à côté de l'autre. Alors, ce qui est intéressant aussi chez Jean-Luc, il m'a toujours touché dans comment vous dire. Vous avez vu, il a découvert le yoga dans les années 1968. Il a découvert en particulier la lignée de Krishnamacharya en 1975, et à partir de là, il s'est associé avec un formateur qui est toujours en vie, qui s'appelle Claude Maréchal, un Belge qui vit pas loin de Liège, je crois, et qui a été un élève de longue date de TKV Desikachar, fils de Krishnamacharya. Et donc, Jean-Luc Haquet était un élève très proche de ce fameux Claude Maréchal, et j'ai été surpris de voir la loyauté d'homme à homme, quoi, dans sa relation à ce qu'il estimait être son enseignant. Ils avaient plus ou moins le même âge, hein, je pense. Ils doivent avoir 2-3 années de différence, quelque chose comme ça. Je suis pas vraiment sûr, en vérité, mais je sais qu'ils sont de la même génération. Il avait la photo de son prof, quand même, dans son bureau. Il avait la photo de Desikachar dans son bureau. Il avait une statue de Patanjali dans son bureau. Et il y avait comme ça il se positionnait comme ça en tant qu'élève d'eux, quoi. Il jouait le jeu vraiment. Et pour lui, il n'était pas question de marcher sur le plate-bande de son prof. Donc son prof était donc
Claude Maréchal est le pionnier de ce qu'on appelle le Vini Yoga en France. On va dire un des pionniers. En tout cas, il a beaucoup apporté au développement de la lignée de Krishnamacharya en Europe, hein, chez les francophones, on va plutôt dire ça comme ça. Et Jean-Luc Haquet, lui, disait, bon, bah écoutez, il y a eux qui ont des fédérations nationales, eux qui s'occupent de former les personnes sur le plan national. Moi, je suis bien dans ma région, chacun devrait garder sa place, garder son rang, chacun devrait s'occuper de sa région et développer le yoga dans sa région. Voilà, ça c'était son point de vue. Donc il y avait d'un côté chez lui cette notion de loyauté, de fidélité. Il avait vraiment décidé d'être en lien avec ce prof-là. Et c'était fou parce que c'était pas une secte, quoi. C'était réellement sain, c'était réellement propre. C'était son patron yogique, voilà. Il l'invitait assez régulièrement, plus ou moins une fois par trimestre, pour donner des conférences ou des stages. Et puis voilà, quoi. Donc d'un côté, il y avait cette loyauté, de l'autre côté, il y avait cet esprit régionaliste, que j'ai mis entre guillemets. Donc il servait le yoga comme ça, quoi. Il a donné ses cours avec ses équipes un peu partout dans tous les villages. C'était des vingtaines, des trentaines de cours par semaine, hein. C'était des coups de 500, 800 km par semaine, hein, pour donner des cours dans des villages, des petits villages, quoi, avec 5, 6 personnes, 10 personnes. C'était vraiment un travail de fourmi, en vérité. Mais il était bien avec ça, quoi. Bon, voilà, ça m'avait beaucoup marqué, ça m'avait beaucoup touché dès le début. J'ai toujours connu ça de lui. Et donc beaucoup d'humilité, quoi, en vérité. Une humilité simple. Et puis pour revenir à ce que je disais juste avant, là, son besoin d'autonomie, il avait son jardin, évidemment, il avait son potager, il avait sa cheminée, il y avait toujours cette quête d'autonomie, cette loyauté et ce, entre guillemets, régionalisme, non pas identitaire, hein, mais c'est-à-dire il était très local, quoi. Il bossait avec les gens du coin, il bossait sur son territoire, il prenait pas comme les autres l'avion pour déployer une parole sur le plan national ou international. Et pourtant, il était fiable. Et pourtant, il avait de grandes qualités en tant qu'enseignant. Il avait de grandes connaissances. Voilà, je vais continuer la découverte. Je vais continuer avec vous cet hommage. Un autre état d'esprit qui m'a beaucoup touché chez Jean-Luc, c'était sa compréhension que le yoga, c'était quelque chose de métapolitique. C'est-à-dire que pour beaucoup d'entre nous, enfin pour les gens qui s'intéressent un peu de loin au yoga, c'est un truc un peu féminin, c'est un truc un peu relaxant, c'est un truc un peu léger, c'est un truc un peu pour bourgeoises en leggings, quoi. Voilà. Et ben pour un gars comme ça, de cette époque-là, c'est pas du tout le sujet, quoi. Ce gars-là s'est mis à l'enseignement du yoga, non pas parce qu'il était mal, non pas parce qu'il était déprimé, mais juste parce qu'il voyait dans le yoga une philosophie rempli de valeurs, supposé amener à la société un réel changement. Donc pour lui, enseigner le yoga, c'était politique. Pour lui, enseigner le yoga, c'était aider la société à mettre la tête hors de l'eau. C'était tout le temps ce qu'il disait. Quand on guide une séance, quand le travail est bien fait, les élèves à la fin sont propres. D'un point de vue émotionnel, d'un point de vue identitaire, ils sont propres. Ils se retrouvent en lien avec leur âme, ils se retrouvent en lien avec leur vérité profonde. Et quand ils sont en lien avec leur vérité profonde, ils peuvent avancer, quoi. La tête hors de l'eau, ils peuvent avancer et respecter leur ligne de vie. Donc pour lui, c'était vraiment servir la société à coup de yoga. Donc c'est pas le truc moderne, sympa, l'activité pour aider les esclaves à s'apaiser, quoi. C'était pas du tout ça. Il y avait une démarche réellement politique. Voilà. Plutôt, devrais-je dire, métapolitique. C'est-à-dire faire de la politique sans que personne s'en rende compte. Quand je parle de politique, je parle pas de politique politicienne. D'accord ? Je parle de personnes qui vont céder du yoga pour ne plus se soumettre à leur peur, pour ne plus se soumettre aux doutes, pour ne plus se soumettre à des autorités extérieures. Juste se retrouver du lien à eux-mêmes et vivre. C'est ça l'esprit yoga. C'est ça l'esprit yoga qui animait cet homme, et c'est cet esprit-là que j'ai reçu tout de suite. C'est tout de suite ça que j'ai compris. Au travers de l'état d'esprit de Jean-Luc, et au travers de l'état d'esprit de son formateur, Claude Maréchal, le fameux Belge, auprès de qui j'ai commencé à recevoir le yoga en compagnie de Jean-Luc. Et donc ça, c'était ses mots, quoi. Il disait, quand on donne un cours collectif, on aide l'autre à mettre la tête hors de l'eau. Donc j'ai choisi cette photo parce que c'était
Vous pouvez voir, c'était sa plongée sous-marine il y a un an, c'était en octobre dernier, jour pour jour. Hein, nous sommes vraiment à un an, jour pour jour, de sa plongée sous-marine qui s'effectuait au Saintes, au large de la Guadeloupe. Voilà le Jean-Luc animé par une dimension politique et pas du tout animé par une dimension sportive, souplesse ou gentillette, quoi. C'était du sérieux, quoi. C'était du sérieux dans sa relation à lui-même, du sérieux dans sa relation à son prof et du sérieux dans sa relation au yoga. C'était sérieux. C'était vraiment sérieux. C'était pas un hobby. C'était pas un plaisir. C'était pas un truc pour bobo, quoi. C'était sérieux. C'était du lourd. Moi, je répète, c'est réellement ce qui m'a animé. C'est réellement ce qui m'a plu. J'ai compris ça. J'ai vu ça tout de suite. Voilà, je continue la visite, je continue cet hommage. Bon, il y a une multitude de qualités, hein. Il y a aussi une multitude de défauts, hein, que je pourrais présenter, mais je vais me limiter aux qualités. Bon, j'ai réfléchi si je devais donner 4 qualités à Jean-Luc. Cette photo-là a été prise dans le bateau d'un ami en Guadeloupe, là, le dernier jour avant de rentrer. 4 grandes qualités. Bon, clairement, c'est son humilité. Jean-Luc, il y a un an, en août dernier, en 2021, il m'a demandé d'être le jury de sa formation. C'était le dernier week-end sa dernière semaine de formation auprès d'un groupe. Et je devais être là pour juger un peu, quoi, de la qualité de leur enseignement et la qualité de leur connaissance. Et il m'avait invité moi, puis il avait invité aussi une représentante d'une fédération nationale. Et cette dame et moi, on était là pour juger l'ensemble, quoi. Et à la toute fin, après avoir remis notre regard, quoi, déjà les élèves s'étaient bien formés, c'était étonnant à voir, quoi. C'était de bons élèves avec de bonnes aptitudes à l'enseignement, avec de bonnes connaissances yogiques. Ça montrait vraiment les qualités de Jean-Luc, une fois de plus. Mais ce qui était vraiment touchant, c'est qu'à la fin, il nous a réunis, la dame et moi, en nous disant s'il y a quoi que ce soit, d'accord, il avait 80 ans, s'il y a quoi que ce soit que vous voyez, s'il y a quoi que ce soit que vous voyez chez moi que je pourrais améliorer, faites-le moi savoir. Dites-moi un peu honnêtement ce que je pourrais rajouter. Enfin, il disait pas ça dans le... comment dirais-je, c'était pas un faible, Jean-Luc. Non, c'était pas un faible du tout, quoi. Il disait vraiment les choses avec sincérité, quoi. Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux améliorer? Et c'était sa formation, la fin de sa formation. Et quelques mois plus tôt, il en démarrait une nouvelle. Il avait beaucoup hésité avant de la démarrer en me disant, bon, il était conscient de sa maladie. Il disait, bon, je vais encore la faire parce que je pense que je peux encore m'améliorer. Donc il repartait pour une énième formation. Je sais pas comment ça va, vous, autour de vous, les personnes que vous côtoyez qui ont 75, 80 ans. Je sais pas ce qu'ils font, ces personnes-là. Mais lui, voilà ce qu'il faisait, quoi. Beaucoup d'entre eux sont en vacances, beaucoup d'entre eux se plaignent, beaucoup d'entre eux sont dans leur camping-car, beaucoup d'entre eux sont vaccinés avec un masque sur le visage. Ben lui, non, quoi. Lui, lui c'est fuck off, quoi. Vraiment, quoi. C'est assez étonnant. Donc, du coup, je fais la transition avec la rébellion. Quand il y a eu le Covid qui est passé par là, il a juste pas été affecté par le sujet. Pas du tout affecté par la peur. Pas du tout. Il dit, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Et lui, c'est tout, quoi. Et donc, il se refusait. Alors, il y en a qui vont sauter au plafond, parce qu'il y en a qui vont le trouver inconscient et fou, mais lui, il avait la conviction que c'était quelque chose sans conséquence. Donc, il se refusait de porter le masque, et partout où il allait, il se faisait, on va dire, engueuler, et puis mettait le masque sur son bout de nez comme ça, et puis il était rebelle, quoi, réellement rebelle. Il y a quelques jours, là, avant son décès, son meilleur ami disait ça va, il gueule encore après les infirmières, donc c'est que ça va. Beaucoup de discernement, ça c'est vraiment sa grande qualité. Si je dois en retenir une, ce serait celle-là. J'ai toujours été impressionné par, ça c'est ce que j'ai vu ces 2 dernières années, je n'avais pas vu ça avant, mais un discernement hors norme concernant la société, concernant son entourage, concernant sa famille. Beaucoup de respect de la réalité de l'autre et en même temps beaucoup de discernement. Voilà. Et je vois bien qu'il ne s'est jamais trompé sur ses choix relationnels, sur ses choix professionnels. Il a mené sa barque sans embrouille, quoi, sans tempête. Donc il y a eu quelque chose d'assez linéaire en vérité dans son parcours et dans sa construction. 4e qualité qui m'a toujours étonné, c'est sa gestion de la douleur. Jean-Luc, c'est le type de gars qui se met des implants
avec un dentiste bien sûr, écoutez bien, sans anesthésie. Ok. J'ai dit ça à mon dentiste il y a quelques mois, il m'a pas cru, il m'a dit je te crois pas. Je dis je te jure, je dis je vous jure, je vous promets, c'est vrai. Tous ces implants, c'était sans anesthésie. J'ai dit mais ça fait mal Jean-Luc quand même. Il me dit non, non. Quand il y a l'incision là, c'est là où c'est un peu choquant, un peu troublant parce qu'il y a beaucoup de sang. Mais sinon non. Et puis après quand il y a le marteau, quand il y a la visseuse, tout ça, non, là on sent rien. Donc ça c'est notre yogi préféré. Gestion de la douleur relativement hors norme. Et puis aussi, évidemment, il y a 2 ans, quand il a appris qu'il était atteint d'un cancer, j'étais touché parce qu'il m'a appelé tout de suite, en fait. Dans les 24 heures, il m'a appelé pour me prévenir. Et il m'a dit, bon, je connais l'histoire, quoi, m'a-t-il dit. Je sais très bien ce qui va se passer, quoi. Donc, il est tout de même allé voir, il a fait tous les examens nécessaires. Il est allé voir le spécialiste. Et puis, on lui a expliqué ce qui allait se passer, découper ceci, découper cela, etc. Et puis, lui, il a dit, non, je vais faire avec ce que j'ai. Et puis, ça a rendu fou le chirurgien. Il y a eu embrouille, il y a eu dispute, je crois. Et puis, Jean-Luc a dit, je connais très bien l'histoire, je sais très bien comment ça va se passer si jamais je passe sur la table d'opération. Je vais vivre pleinement jusqu'au bout, je porte ça avec moi jusqu'au bout. Voilà. C'est super parce que ça nous a permis d'aller en Guadeloupe. Cette décision-là nous a permis d'aller en Guadeloupe, de passer 2 merveilleuses semaines, faire de la randonnée quotidiennement, faire de la natation quotidiennement, fumer un cigare. On a fumé un cigare ensemble un soir. Mon fils qui lui disait « mais il faut pas avaler la fumée, tu sais ». Enfin bref, c'était réellement sympathique. Bref, sa gestion de la douleur est assez étonnante, quoi. Voilà. Je continue avec la visite, avec cet hommage. Donc là, je vais entendre quelque chose d'un petit peu plus intime, un petit peu plus personnel. Bon, vous avez compris, hein, pour résumer là, ce que je peux déjà vous dire avant de passer à quelque chose d'un peu plus intime. Personnage intéressant, personnage simple, personnage rempli d'humilité, personnage, un Jean-Luc très 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 proche des autres. C'est plus de 40 ans au service de l'autre. Voilà. Pas d'enfants, des frères et sœurs, plusieurs vies de couple. On peut en noter au moins 2. Une qui a duré longtemps. Enfin, les 2 ont duré longtemps, mais moi j'ai connu la deuxième qui a duré réellement de nombreuses années. Très, très au service, quoi. Très, très, très au service de l'autre. Réellement humble. Et puis malin, quoi. Malin, avec le plaisir d'être avec l'autre, le plaisir de la table, le plaisir des sorties, des randonnées bien sûr, toujours impliqué dans des associations mettant en avant la spiritualité, la reprise en main de soi, la santé mentale, tout le temps quelque part. Il y a encore très peu de temps, il était dans le désert, il y a encore très 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 peu de temps, il partait dans le désert seul pour je ne sais plus combien de jours de solitude et de silence. Quand il a appris qu'il avait son cancer, il est parti seul pendant plusieurs semaines pour pratiquer le jeûne. Voilà, tout le temps en train de faire quelque chose pour comprendre l'autre, pour comprendre la santé, pour comprendre l'évolution. C'est lui qui m'a fait découvrir il y a de nombreuses années, avant que Pierre Rabhi soit très très connu. C'est lui qui, il y a une époque, je ne sais pas si vous connaissez cette époque, mais Pierre Rabhi a tenté de se présenter pour être président de la France. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ça. Et donc, à cette époque-là, Jean-Luc Haquet le connaissait. Et Jean-Luc Haquet me distribuait, me distribuait ses tracts, le programme présidentiel du fameux Pierre Rabhi. C'est Pierre Rabhi, hein, c'est ça, je ne me trompe pas, hein, Pierre Rabhi. Voilà, Jean-Luc Haquet est très impliqué politiquement, plutôt à gauche. Il y a encore, aux avant-dernières élections françaises, il frappait aux portes, il distribuait les tracts du parti que lui avait choisi, et il frappait aux portes. Franchement, il avait autre chose à faire, hein, il avait vraiment autre chose à faire, mais lui, il frappait aux portes des journées entières pour mettre en avant les idées politiques de la personne qu'il avait choisie. Voilà. C'est assez étonnant, quoi. Encore une fois, regardez un peu autour de vous, c'est de ceux qui ont 75 ans, 80 ans, que font-ils, quoi? Est-ce qu'ils vont dans le désert, seuls? Est-ce qu'ils frappent aux portes pour mettre en avant des principes politiques? À tort ou à raison, hein, c'est juste le fait d'être animé par quelque chose et de le faire, quoi. Est-ce qu'ils faisaient encore du jardin? Est-ce que ces gens-là font encore du jardin? J'en sais rien. Lui, oui, à fond, quoi. Son potager, ses légumes, ses fruits. Comme notre ami Claude, comme notre ami Sylviane d'ailleurs, qui sont en train de m'écouter.
Bon, voilà, quoi, toujours debout, quoi, toujours autonome, toujours en train de faire quelque chose. Je continue. Donc là, on va passer à quelque chose d'un petit peu plus intime. On va passer à la rencontre entre Jean-Luc et moi. Donc la rencontre, bah, ça s'est fait en... Je suis pas à une année près, hein, mais je crois que ça s'est fait en 1996. C'était dans le nord de la Normandie, dans une ville qui s'appelle Le Tréport. C'était en septembre. Moi, j'étais en études supérieures. Je venais d'avoir mon bac et j'étais en première année pour faire des études de dessinateur industriel. Et puis, j'ai toujours eu quelques petits soucis de santé. Et puis, j'avais rencontré une dame assez atypique, assez particulière, une thérapeute non conventionnelle, qui m'avait dit, quelques mois plus tôt, elle m'avait dit toi, tu devrais vraiment faire du yoga. J'avais aucune idée de ce que c'était que le yoga, mais vraiment aucune idée. Et puis, je découvre au travers d'un ami que sa mère pratique le yoga dans ma ville natale. Et moi, j'étais à une trentaine de kilomètres de là, parce que je faisais mes études plus loin, j'étais à l'internat. Et puis, bah, je me suis mis à aller à ce cours. Et puis, ça s'est fait comme ça, quoi. Il y a eu une première rencontre. Et puis, c'était en 96 et j'ai suivi des cours collectifs avec lui. Donc, l'accueil était simple, l'accueil était chaleureux, mais c'était un cours collectif habituel. Et j'ai été tout de suite frappé par l'état de centrage que les séances de Jean-Luc permettaient. Voilà. On n'était pas dans du stretching, on n'était pas dans du renforcement, on était réellement dans la recherche de la tenue mentale, la prise de la posture, la tenue de la respiration, mais pour permettre une véritable tenue mentale. Et moi, sans qu'on me l'explique, je faisais vraiment des avancées en termes de centrage. Je comprenais pas trop ce que c'était. J'hallucinais simplement de mon état, quoi. J'étais très 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 surpris de mon état à chaque fin de séance. Et puis, au bout de 3 cours collectifs, je l'ai entendu parler à une dame d'une formation de prof de yoga. Et j'étais très intrigué pour en savoir plus. Et je lui ai demandé si je pouvais participer à cette formation, pas pour devenir prof, mais juste pour voir, quoi, pour comprendre. Et il a demandé au formateur, c'était pas lui le formateur, c'était son formateur qui formait. Et le formateur a dit oui, et j'y suis allé, et Jean-Luc participe à cette formation pour lui-même devenir formateur. Son projet, c'était de devenir formateur, donc il refaisait la formation pour s'imprégner du contenu. Donc j'ai eu beaucoup de chance, beaucoup de chance, parce que finalement, je faisais la route avec Jean-Luc de la Normandie jusqu'à Lille, jusqu'au nord de la France. Les week-ends de formation, c'était 6 week-ends par an, et on a fait ça pendant 2 ans ensemble. Donc j'ai eu un cours collectif toutes les semaines avec lui. Très rapidement, j'ai pris des cours individuels, et puis assez régulièrement, il m'a emmené avec sa femme il m'accompagnait des week-ends entiers à suivre la formation. On logeait ensemble dans le même dortoir. C'était un établissement scolaire, quoi. C'était un établissement pour sportifs de haut niveau. Et puis c'était des dortoirs, et puis on dormait ensemble, quoi. Enfin, ensemble dans la même pièce. Et puis voilà, donc il y a eu comme ça cette mise en relation. Et puis très rapidement, mais très très rapidement, je sais pas, au 2e week-end de formation, je lui ai dit je veux devenir prof, quoi. C'était clair. Et puis il m'a dit bon bah c'est superbe. Il m'a dit c'est superbe, il y a du travail, quoi. Il y a beaucoup de travail, il m'a dit. Et puis il m'a dit tu devrais vite enseigner pour voir si ça te plaît ou pas. Et moi, quand je lui ai dit que je voulais devenir prof, j'ai tout de suite pensé que j'allais partir en Inde. J'ai tout de suite pensé que j'allais partir à la source, quoi. Et il m'a dit que c'était... Enfin bref, il a dit oui à tout, quoi, en fait. Et à partir du moment où j'ai eu l'esprit comme ça ouvert à l'égard du yoga, c'était étonnant parce que à part lui et ma mère, tout le monde avait peur pour moi, quoi. Tout le monde pensait à une secte, tout le monde pensait que j'allais partir en Inde, j'allais être mangé tout cru, etc. Et puis... Et lui était tranquille et au bout d'un an de formation, je me suis mis à donner un cours collectif par semaine dans une salle communale proche de mon établissement scolaire. Et toutes les semaines, j'étais dans une cabine téléphonique pour lui décrire la séance que j'allais guider. Avec ma carte, une cabine téléphonique, en train de lui décrire telle et telle posture, et lui me conseiller et corriger. Et on faisait ça une fois par semaine. Voilà. Donc ça s'est passé comme ça pendant 2 ans, donc il y avait un lien, quoi. Il y a eu la rencontre, et puis il y a eu un lien qui s'est fait rapidement, intensément, mais avec beaucoup de propreté. C'était très propre, c'était très respectueux, et ça a duré comme ça pendant 2 ans. Et puis au bout de 2 ans, il m'a déposé à l'aéroport, je vous dis, pour mon départ en Inde. C'était logique que j'aille dans cette ville-là, c'était logique que j'aille auprès de ce prof-là, parce que si vous voulez,
lui, Jean-Luc était élève de Claude Maréchal, et Claude Maréchal était élève de TKV Desikachar, fils et élève de Krishnamacharya, et il était élève depuis plus de 30 ans. Et le fils de Desikachar, qui avait mon âge, moi, je suis parti en Inde quand j'avais une vingtaine d'années, et son fils, le petit-fils de Krishnamacharya, décidait à la même époque de devenir prof de yoga à plein temps. Donc c'était juste logique que je devienne l'élève du petit-fils de Krishnamacharya. Et donc je suis parti comme ça. Voilà, ça s'est fait, tout était très rapide. Je devais faire mon service militaire à l'époque. J'ai tout fait pour pas le faire. J'ai fumé un paquet de cigarettes. J'étais asthmatique, je fumais un paquet de cigarettes avant d'aller faire mes 3 jours. J'avais fait une pneumonie quelques semaines avant. Vraiment, j'ai fait une pneumonie. Donc j'avais tout un dossier pour me faire exempter au plus vite, quoi. C'était hors de question que je fasse mon service militaire. En moi, c'était hors de question. Je pensais à l'Inde quotidiennement. Pas quotidiennement, en permanence. Voilà. Pendant 2 ans. Et je vous dis, la seule personne qui voyait ça, qui comprenait ça, c'était le fameux Jean-Luc. Donc voilà la rencontre. Et puis moi, c'est là que j'ai commencé à voir sa relation à la vie, sa relation au yoga. C'est là que j'ai commencé à voir la dimension métapolitique. Pour moi, le yoga n'a jamais été un outil de relaxation, quoi. Jamais. C'est un outil de révolution, quoi. Un outil pour... Vous savez, il y a ceux qui pensent qu'il faut sortir de l'assistana et de la soumission. Il faut faut arrêter d'être employé d'une société. Il faut vraiment travailler pour soi. C'est-à-dire avoir des revenus seul, quoi, être réellement indépendant. Ben moi, je pense ça aussi. Et puis, il faut aussi comprendre que c'est pas ça uniquement la liberté. La liberté, c'est aussi et avant tout avoir le courage de respecter sa ligne de vie. Et c'est ça, en fait. C'est ça qui m'a été mis en avant. C'est ça que j'ai compris. Et c'est pour ça que Jean-Luc a enseigné le yoga. Et c'est pour ça que j'enseigne le yoga aussi, quoi. C'est vraiment... c'est cette lumière-là qui a été transmise, quoi. Voilà. C'est pas la lignée, c'est pas les postures, c'est pas les respirations, c'est la compréhension qu'il y a une liberté. Il y a une liberté obligatoire pour l'humain, et le yoga est un magnifique levier qui permet cette liberté. Donc voilà, c'était en 96, ça a duré 2 ans, et je suis parti, je vous dis, en Inde en 98, début 99, je suis parti le 3 au 4 janvier 99. Donc c'est allé vite, tout allait très 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 vite. Je vous dis, au bout d'1 an, j'en signais déjà. Voilà, et je suis rentré au bout d'1 an, fin 99, début 2000, et Jean-Luc m'a offert un gros cadeau. Il m'a dit, je vais prendre ma retraite et je t'offre mon association, je t'offre tous mes cours, tous mes créneaux, tout, et tu peux te salarier tout de suite, tu peux être indépendant tout de suite, tu peux avancer tout de suite. Et j'ai refusé, voilà. J'ai refusé ce gros cadeau, à tort ou à raison, mais j'ai refusé. Je voulais vraiment vivre mon autonomie, quoi. Je voulais vraiment vivre ma construction, ma création. Et c'est ce qui fait qu'il a continué à enseigner, et c'est ce qui fait qu'il enseignait encore il y a quelques mois, quoi. C'est à cause de moi, dit-il. Il n'a pas voulu lâcher le truc. Et suite à cela, quand je suis rentré, moi j'étais fortement en lien avec mon prof indien, fortement en lien avec la famille indienne. Et lui, grâce au discernement de Jean-Luc était conscient de certaines incohérences dans cette famille que je ne voyais pas encore. J'étais trop jeune pour le voir. J'étais trop avancé dans la relation pour le voir. Et lui, il m'a dit, c'est bien ce que tu as appris en Inde, mais maintenant tu devrais avancer seul. Et là, c'était pas possible pour moi. Et lui ne trouvait pas ça normal, ne trouvait pas ça, comment vous dire, cohérent que je maintienne du lien avec cette famille indienne. Il avait raison, mais je n'étais pas capable de le voir. Et il s'est dissocié de moi. Voilà. Donc il y a eu une séparation. Il n'y a pas eu de guerre, mais il y a eu une séparation. Il y a eu 18 ans de silence entre Jean-Luc et moi. Voilà. Pendant 18 ans, on ne s'est pas vu. Pendant 18 ans, on ne s'est pas parlé. Voilà. J'ai tenté de revenir vers lui à plusieurs reprises, mais toujours le même claquement de porte, la même froideur, la même incompréhension. Je ne comprenais pas vraiment, quoi. Et donc, il y a eu, comme ça je vous dis, 18 ans de silence. Voilà. Et moi, j'avançais, je pensais à lui de temps en temps, mais voilà, j'avançais, quoi, gentiment. J'avançais, j'ai eu mon parcours de vie en Normandie, j'ai eu mon parcours de vie pendant quelques années à Marseille, j'ai eu mon parcours de vie à Londres, j'ai fait des formations à Londres, et puis j'ai eu mes 8 années de lien avec l'Inde, de tournée mondiale, de lien très étroit avec la famille indienne.
Et puis, au-delà de ces 8 ans de lien avec l'Inde, j'ai eu 10 ans après, seul, en pleine autonomie, à créer ma signature pédagogique, à comprendre par moi-même les textes, à comprendre par moi-même tout l'enseignement et tout le savoir-faire qui en découle, quoi. Voilà. Et Jean-Luc ne disait rien, mais il recevait mes newsletters. Il recevait mes newsletters. Et en 2021, donc c'est assez récent, quoi. Je suis un peu ému, évidemment. En 2021, il m'a envoyé un email en me disant ton évolution est évidente, ça se voit à tes thématiques de stage, et je te propose d'enseigner pour mon association, quoi. Je te propose de donner un stage. Donc je suis allé le voir, et puis on s'est retrouvés, et c'était fort, quoi. Là, je me suis dit, ah ouais, d'accord, ça a toujours été lui. Je me suis dit, ah oui, d'accord, ça a toujours été lui. J'ai pas fait évoluer la diapositive, pardon. Je me suis dit, ça a toujours été lui. C'était clairement lui le prof, quoi. C'était clairement lui qui a allumé le feu, quoi. C'est clairement lui qui... J'ai vu finalement que ma pédagogie, le fond de ma pédagogie, le fond de l'état d'esprit, et puis beaucoup de subtilité, reposait essentiellement sur ce qu'il m'avait inculqué pendant 2 ans. Alors que lui ne m'a jamais donné de stage. Il ne m'a donné que des cours collectifs. Il ne m'a donné que des cours individuels. Donc c'est un état d'esprit, en fait. J'ai capté beaucoup de subtilité dans sa pédagogie au travers de ses cours collectifs, beaucoup, parce que j'avais un véritable centrage à chaque fois, quoi. Je décollais, mais fort. Et puis, je vous dis, la relation à la vie, quoi. Cette invitation à l'autonomie, cette invitation à la métapolitique par le yoga, cette invitation à aider l'autre à sortir la tête de l'eau. Voilà. Il n'y a pas eu de philosophie, il n'y a pas eu d'enseignement, c'était juste la relation avec le prof, quoi. Donc, quand on s'est retrouvés, c'est ça que je me suis mis à voir, en fait. Et puis je l'ai vu tellement détendu, je l'ai vu tellement heureux. Et donc quand on s'est retrouvés, il m'a emmené, je passais chez lui, quoi, puis il m'a emmené dans son bar, parce qu'il avait un bar, il adorait aller dans un bar, il n'était pas alcoolique du tout, hein, mais il avait son bar, quoi, comme il était seul, il allait souvent dans un bar, il était très ami avec la gérante, et puis on a pris une bière ensemble, voilà. Donc globalement, il m'a saoulé, quoi. Il m'a saoulé qu'une bière, parce que je bois juste jamais d'alcool, et c'était très amusant. Et puis quelques temps plus tard, on s'est retrouvés, quoi, au travers d'un de mes stages pendant l'été en Normandie. Et puis suite à ça, quelques mois plus tard, il y a quelques temps plus tard, j'ai donné un stage pour son association, comme il me l'avait demandé. J'ai donné une demi-journée de stage. Et là, ce qui était très fort, c'est que j'ai dormi chez lui. J'avais dormi chez lui que 2 fois, en fait. Une fois avant d'aller en Inde, et puis cette fois-ci, à la veille de donner mon stage pour lui. Et à la fin du stage, il est venu me voir, et c'est assez étonnant. Il a mis ses mains comme ça en namasté. Il a touché mes pieds. Et il a dit que... je vais le dire, hein, qu'il trouvait enfin son étoile, quoi. Voilà. Voilà, donc c'est des chouettes retrouvailles. Après, on est allé, suite à ça, je lui ai présenté Julie, et puis on s'est dit, allez, on fait un voyage ensemble. Il a toujours voulu visiter la Guadeloupe. On devait retourner en Guadeloupe, et puis on a acheté les billets, quoi. Voilà, comme ça, quoi. On a fait une folie, on a pris des superbes vols dans de très bonnes conditions, et on s'est tous offert un billet comme ça, puis nous sommes tous partis. Donc ça, c'était jour pour jour, il y a 1 an, quoi. Voilà, le voyage en Guadeloupe, c'était il y a 1 an, et c'était réellement superbe parce qu'on fermait le centre en Guadeloupe ensemble, et puis superbe parce que c'était des retrouvailles de fou, quoi. Voilà. Voilà, et puis ensuite, il y a eu... je vous dis, j'étais au courant depuis quelque temps déjà de sa maladie. Il n'en parlait pas, hein. Il n'en parlait absolument pas, à très peu de personnes en tout cas. Et ce qui est très étonnant, c'est cette envolée-là, cette cohérence dans l'autonomie, sa cohérence à lui-même, quoi, jusqu'au bout. C'est-à-dire que jusqu'au bout, il a tenu l'autonomie, il a voulu, du haut de ses 80 ans, ne pas dépendre du système médical, se débrouiller seul avec ça. Et donc, il a bien vécu, en vérité. Il a très bien vécu, quoi. Il a eu quelques symptômes, mais rien d'exagéré, rien d'handicapant, réellement, quoi. Et ce n'est qu'en mai dernier, ou je ne sais pas, avril ou mai dernier, il a subi un symptôme qui lui a fait peur.
enfin je sais pas s'il a eu peur, mais en tout cas ça l'a marqué. Et dans les 10 jours, il a vendu sa maison. Vous imaginez? Qu'est-ce que vous feriez vous? À 81 ans, seul vous feriez quoi vous? Avec toute sa maison, sa construction, sa salle de yoga, son sauna, sa salle de théorie, son jardin et toute sa création était là-dedans. Qu'est-ce que vous feriez vous? Bah lui, dans les 10 jours, il a vu ça, il a dit je veux emmerder personne, et il a vendu la maison en 10 jours, c'est parti en 10 jours. Et avant même de vendre sa maison, il a trouvé un petit centre de retraite, s'est inscrit seul, et puis il est allé réserver sa chambre dans une petite maison de retraite pour personnes indépendantes et valides, quoi. Voilà. Et il était très content, il dormait chez lui, puis l'après-midi, il allait faire ses siestes dans sa maison de retraite. Et il a remis les clés, donc ça c'est en avril ou mai dernier. Et puis pendant juillet-août, il a assuré son déménagement, il a offert beaucoup de choses à son entourage, à ses proches. Et puis en septembre, là, il a remis les clés au nouveau propriétaire. Et une semaine plus tard, ou 2 semaines plus tard, il avait ses premiers vrais symptômes, il s'est retrouvé aux urgences. Et il y a 2-3 semaines de cela, aux urgences, il a dit ok, je suis allé le voir et il m'a dit je suis capoute, m'a-t-il dit. Il dit c'est terminé quoi. Et il m'a dit j'arrête de manger. Voilà, j'arrête quoi. Je pars. Et donc à partir du moment où il s'est retrouvé aux urgences, il a été hospitalisé dans un hôpital et puis il a arrêté de manger quoi. Voilà. C'était un pratiquant du jeûne, donc il savait très bien ce qu'il faisait. Et puis la lumière s'est éteinte pour lui, là, le 10 octobre dernier, dans la matinée. Voilà, donc cohérent jusqu'au bout. Il a pris en main le bateau jusqu'au bout, quoi. Il a tenu son volant jusqu'au bout. Voilà. Alors, il avait une cohérence aussi physique, il avait une très très bonne souplesse, très belle tenue musculaire. Quand je lui ai donné le stage il y a 1 an ou 2, là, j'étais très étonné quoi, de le voir du haut de ses 80 ans avec une souplesse pareille. Quoi. C'était assez étonnant. Une belle présence, tout ça. Et puis, donc voilà, quoi, c'est ça qui est fabuleux. On s'en fout de la cohérence physique. C'est vraiment cette cohérence, ce lien à l'âme, ce lien à sa ligne de vie. C'est ça que je voulais honorer, quoi. C'est ça que je voulais vous montrer ce soir, quoi. Je voulais vraiment vous montrer ça. Dans le monde actuel, il a tenu sa cohérence, réellement. Il a réussi, quoi. C'est quelqu'un qui a réussi. Autonomie financière, autonomie sociale, autonomie énergétique, autonomie, quoi, jusqu'au bout. Voilà. Je craignais fortement qu'il meure seul, mais en fait, il avait tellement d'élèves, tellement d'amis, qu'il était accompagné quotidiennement, en fait. Voilà. Voilà. Donc, un Jean-Luc Haquet, 43 années au service de l'autre par le yoga. Donc, voilà. Donc, j'ai juste une pensée, évidemment, pour sa famille, évidemment, pour ses frères et sœurs. J'ai une pensée pour son association aussi, l'association AYR, Association Yoga Relaxation. Je vous mettrai le lien, il y aura certainement un replay pour voir cette présentation. Donc, vous pourrez toujours aller faire un petit tour si vous êtes du coin de la Picardie, de la Normandie. Il y a une belle équipe qui vous attend, qui a été entièrement formée par Jean-Luc, des gens très investis, réellement humbles, réellement simples, réellement droits, avec des tarifs délirants. En comparaison avec les tarifs dans les grandes villes, etc., là, c'est juste délirant. Délirant dans le sens où c'est réellement pas cher, quoi. Et donc j'ai une pensée pour eux, quoi. J'ai une pensée pour l'équipe qui appartient à son bureau, à la trésorière, à la présidente, à la secrétaire, qui ont été avec lui tout le temps à ses côtés, y compris à l'hôpital. Voilà. Et j'ai une pensée évidemment pour lui. Et je voulais juste faire cet hommage, quoi, et marquer ce remerciement, voilà. Et ça vous montre un petit peu l'origine de mon histoire et le décalage, on va pas dire effrayant, mais le décalage abyssal en vérité qu'il y a entre la mouvance yogique moderne et puis ce type de profil-là, quoi, ce type d'homme-là, quoi. C'était sérieux, quoi. C'est un engagement de vie, quoi.
C'était pas un truc possible grâce à un mari qui soutient madame. C'était pas un truc possible grâce à tel ou tel héritage, quoi. C'est un truc possible parce que on sent que c'est ça et c'est pas autre chose, quoi. C'est un truc possible parce qu'il y a une dimension philosophique réelle, une dimension métapolitique réelle. Voilà. À la hauteur de ses capacités, c'était local, hein, c'est clairement local. Puis ça n'a pas changé le monde, évidemment, mais l'intention était là. Voilà. L'intention était là, la flamme était là, la vigilance était là, le discernement était là. Je suis pas convaincu que tout le monde ait pu voir ça chez lui. De toute façon, à chaque fois qu'on se présente en tant que prof de yoga, on est vu que comme un prof de yoga, une sorte de clown, quoi, une sorte d'amuseur, quoi, une sorte de sophrologue avec des postures. Et en vérité, c'est pas le sujet. Voilà. Et, et lui avait compris ça, et c'est ça qui m'a permis de comprendre. Je n'aurais jamais, évidemment, eu le parcours que j'ai eu sans son souffle, quoi, sans sa vision, quoi. Voilà. Sans ce regard. Voilà, et si vous avez des remarques, je veux bien les lire. Je suis assez content d'avoir tenu, quoi, émotionnellement, pour, pour le présenter, pour l'honorer. Et puis voilà, quoi, c'est un cycle, c'est vraiment la fin d'un cycle. Et ce qui est très étonnant chez lui, chez Jean-Luc, c'est le timing. C'est-à-dire, je vous dis, en avril, mai dernier, il prend conscience, il savait déjà depuis 2 ans qu'il était malade, enfin, qu'il était atteint d'un cancer. Mais c'est le timing, quoi. C'est-à-dire la vente en 10 jours, la remise des clés en septembre dernier, et les urgences la semaine suivante, quoi. Ça, c'est réellement étonnant. Pardon. Et moi qui suis sur le point de partir, quoi. C'était partir, d'assurer mon expatriation. Ça aussi, c'est très étonnant. Voilà, Marie-Françoise, Pascal qui dit merci pour cet hommage. Merci Pascal. Marie-Françoise qui dit merci Marc pour ce bel hommage. Merci à toi. Valérie, un grand homme, bien inspirant, une grande cohérence. On n'en croise plus beaucoup, une lumière, merci vraiment pour ce partage vivant et chaleureux. Merci à toi Valérie. Karine, merci Marc pour cette belle histoire de liberté, de joie et de vivre avec les autres. Merci. De vivre avec les autres, c'est ça, oui. Chantal, merci Marc de nous partager l'hommage pour ce bel exemple de vie en cohérence. Merci Chantal. Sylviane et Claude, belle inspiration que tu partages Marc avec ta belle humilité que tu as en toi. Merci. Karine qui me demande si je pars. Bah oui, mais je reste en Europe. Je reste en Europe. Je quitte. Enfin, je reste en Europe. Voilà. Pour le moment, en tout cas. Corinne, merci Marc pour ce beau partage de ton intimité. C'est un plaisir en vérité. C'est juste un plaisir de le faire. Marie-Françoise, heureuse pour toi que tu as pu le retrouver. Moi aussi, et puis heureuse pour lui. C'est ça aussi qui est dingue. C'est-à-dire que quand il m'a attrapé il y a 1 an et demi, 2 ans, il m'a attrapé, quoi. Il m'a envoyé un email en me disant on va travailler ensemble. Et c'est dingue. Et ça pouvait pas être fait plus tôt, et ça pouvait pas être fait plus tard, quoi. C'est ça qui m'étonne, c'est le timing qui m'étonne, réellement. Voilà. Carlo qui dit bravo à tous les deux. Merci Carlo. C'est ça, on peut dire ça, bravo à lui et moi. Muriel qui dit un très bel hommage, Marc, on sent au travers de son récit l'authenticité de votre relation. Oui, c'est ça. Nathalie, merci pour ce partage, Marc. Je suis touché par le lien et le regard que tu poses sur lui. Il aura quand même changé un peu le monde, oui, c'est sûr, c'est certain. Ok. Marie-Pierre, merci. Marie, tout est dit. Merci pour ton partage très inspirant. Carlo, et merci. Écoutez, merci à vous tous. Je vous remercie pour votre présence. Merci d'avoir partagé ce petit moment ensemble. Je le laisserai sur DOD, je pense, et je le mettrai même sur ma chaîne YouTube, je pense, cet hommage. Je vous salue, je vous dis à bientôt pour la suite de notre programme. Je vous embrasse et je vous souhaite beaucoup d'autonomie et beaucoup de cohérence. À bientôt, salut.